Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver. Votre heure d'information consacrée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et en ce lundi 26 mai, les enseignements de ce sondage diligenté par BFM TV, par l'Institut ELAB. Thierry Mariani pour le Rassemblement national caracole en tête au premier tour. Le second, lui, est incertain. Les chiffres et les réactions juste après ces titres. À Nice, le procès d'une mystérieuse disparition. Un homme disparu en 2014 après une soirée. 2 restaurateurs sont jugés actuellement devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes et il n'y a pas de corps. Toute la complexité est là dans cette affaire. Enfin, 1 milliard sur la table pour les écoles. C'est ce qu'a dit hier Benoît Payan, le maire de Marseille. Un chèque qui pourrait être signé par le président Emmanuel Macron. Les écoles marseillaises, donc, qui sont délabrées, vous le savez. Nous en parlerons notamment avec Saïda Hamada, le député La République En Marche de Marseille, qui sera notre invité depuis notre studio dans la cité phocéenne. Voilà pour les titres de ce grand direct et on commence avec donc les élections régionales et ce sondage pour BFM TV réalisé par l'Institut ELAB, c'est Thierry Mariani qui arrive largement en tête du premier tour dans les intentions de vote. 43% des intentions de vote, 33% pour Renaud Muselier, le président sortant qui mène une liste Les Républicains soutenue par l'UDI et La République En Marche. Puis en troisième position, Jean-Laurent Felizia de la gauche pour le Rassemblement écologique et social. Au deuxième tour, la configuration est à peu près la même. Vous le voyez là encore sur ces graphiques. Thierry Mariani l'emporterait en cas de triangulaire avec 45% des voix. Renaud Muselier arriverait deuxième avec 37% des voix. Et Jean-Laurent Felizia pour le Rassemblement écologique et social, 18% des voix. Et l'élection serait très indécise en cas de duel si la gauche se retirait. Donc si Jean-Laurent Felizia choisissait de se retirer, c'est une égalité parfaite selon ce sondage. 50-50. Voilà pour les chiffres. Sachez que lors de ce sondage qui a été réalisé par Internet sur 1133 personnes, seuls 33% d'entre elles ont affirmé qu'elles seraient sûres d'aller voter au premier tour des élections le 20 juin prochain. Et vous le voyez, la priorité sera la sécurité, même si ce n'est pas une compétence de la région. 51 personnes ont cité la sécurité parmi leurs choix. 25, même en premier, dans leurs premières préoccupations, suivent l'immigration, l'emploi, le développement économique, la formation. Et en 4e position, l'environnement. Voilà pour les chiffres, les enseignements, nous les verrons au cours des semaines qui vont arriver, ainsi qu'après le premier tour. Quelques réactions à vous faire écouter à présent. La première, celle de Renaud Muselier, le président sortant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il est soutenu par les Républicains, les centristes, l'UDI et La République En Marche. Il était aujourd'hui à Arles et il ne s'affole pas au vu des chiffres de ce sondage. Cette élection fait en sorte que Thierry Mariani représente le Front National, le Rassemblement National, et le Rassemblement National a toujours tourné en tête. La dernière fois, il a tourné en tête. La droite, depuis 1998, fait au premier tour 26%. Et moi, je suis donné à 33-35%. Et lui, la dernière fois, lui, il va tourner entre 40 et 43%. C'est ça ce qui va se passer sur le premier tour. La gauche étant loin derrière, et on est 9 compétiteurs. Donc bien entendu qu'il y a un risque que cette région puisse passer au Front National, comme c'était le cas la dernière fois, et comme c'est le cas chaque fois qu'il y a une triangulaire. Et cette fois-ci, il y a de nouveau un combat démocratique difficile, avec deux stratégies très différentes. Mariani avait quitté la région, quitté Valérias, quitté la députation, quitté la France, parti à l'Europe. Je ne suis même pas sûr qu'il ait une maison ici. Et moi, je suis ici, président de région, et donc il y a un combat finalement entre le national et le local. La tonalité est un petit peu différente du côté du Rassemblement national, forcément. Thierry Mariani n'a pas souhaité commenter ce sondage, mais son directeur de campagne, le niçois Philippe Vardon, lui, s'est exprimé au micro de Marie Justo. Pour lui, eh bien, le Rassemblement national peut gagner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce sondage, c'est évidemment une confirmation des sondages précédents. C'est pour nous un encouragement. C'est un encouragement à continuer à travailler, à continuer à la rencontre des habitants de la Provence, des Alpes et de la Côte d'Azur. C'est un encouragement à continuer à faire connaître notre projet. On va présenter dans quelques jours notre projet de relance économique, ensuite notre plan bouclier pour la sécurité. Et puis bien sûr, c'est une reconnaissance de la candidature de Thierry Mariani qui allie à la fois
les compétences, je le rappelle, c'est un ancien ministre sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et puis aussi les convictions, puisque lui ne fait pas partie de CLR qui sont allés se vendre à Emmanuel Macron. Ce qui est sûr, ce que nous voyons, c'est qu'il y a une véritable dynamique. Ce que nous voyons, c'est que nous pouvons gagner, que nous pouvons gagner. Que nous pouvons gagner, ça signifie que maintenant, c'est aux électeurs de choisir. Est-ce qu'ils veulent continuer avec toujours les mêmes, qui mènent les mêmes politiques, dont on voit d'ailleurs que d'une élection sur l'autre, ils changent de couleur, ils changent d'alliance, ou est-ce qu'ils veulent faire le choix d'une équipe qui a un vrai projet pour construire la région de demain? Voilà, Philippe Vardon, directeur de campagne de Thierry Mariani, tête de liste du Rassemblement national et de la droite populaire dans notre région. Enfin, dernière réaction ce soir, celle de Jean-Laurent Felizia, qui est tête de liste pour le Rassemblement écologique et social, une partie de la gauche qui suit donc l'écologiste varois. On l'a interrogé, enfin Marion Colangelo l'a interrogé sur le second tour, parce que ce sera lui qui aura une partie du destin de la région entre ses mains. S'il se retire, c'est 50-50, donc la seule chance selon ce sondage pour Renaud Muselier de l'emporter. Écoutez ce qu'il a dit à ce propos donc à Marion Colangelo. Le Front républicain, peut-être qu'à un moment donné, il faudra poser la question à Renaud Muselier, savoir comment il se positionne par rapport à ça, et savoir si finalement cette politique inconséquente menée pendant 5 ans n'est pas de nature à avoir fait gonfler le Front National, à force de vouloir toujours surfer sur des politiques qui sont à l'ancienne et qui ne prennent pas la juste mesure de ce que veut dire passer, changer de paradigme avec la transition écologique. Je ne suis pas en train de dire que je maintiendrai notre liste, quel que soit le score que nous ayons atteint, mais nous aurons atteint un tel score ce soir-là qu'en cas de défaite ou en cas de score pas à la hauteur de nos espérances, nous prendrons nos responsabilités et nous déciderons collectivement. J'ai beau avoir à incarner une tête de liste, je ne suis pas tout seul dans ce rassemblement écologique et social, mais en tout état de cause, ce n'est pas à l'ordre du jour, nous sommes en campagne et juste pour que les électeurs et les électrices comprennent, habituellement, on leur demande de ce choix par défaut au deuxième tour. Et s'ils ne veulent pas effectivement être contraints par ce choix par défaut au deuxième tour, ils n'ont qu'à faire un choix voulu au premier tour en votant pour nous. Voilà pour les réactions des 3 principales têtes de liste dans ce scrutin. En tout cas, Thierry Mariani, représenté par son directeur de campagne, Renaud Muselier, et Jean-Laurent Felizia, premier tour le 20 juin prochain, second tour le 27. Également dans l'actualité de ce mercredi, ce procès qui a débuté hier devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes autour de la disparition de Frédéric Castellano, père de famille de 44 ans qui n'a plus donné signe de vie depuis 2014 après un repas au restaurant. Sur place, les explications et les détails de Claudia Olivier. C'est dans une ambiance électrique qu'a débuté ce matin la 2e journée du procès concernant la disparition de Frédéric Castellano. Un procès qui se déroule juste derrière moi au palais de justice de Nice devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Pour rappel, ce père de famille âgé de 44 ans était allé au restaurant le 29 juillet 2014 au soir et depuis, il n'a plus jamais donné aucun signe de vie. Dans le box des accusés, 2 restaurateurs de Mougins. Ils sont principalement accusés d'enlèvement et séquestration suivie de mort, ainsi que de destruction de biens d'autrui. Ce matin, l'audience s'est concentrée sur les différentes hypothèses de sa disparition. Les enquêteurs ont en effet retrouvé à la suite d'un incendie des affaires du disparu ainsi que des traces de son ADN dans un box se situant dans un immeuble où vivent les membres de la famille d'un accusé. Nous avons interrogé maître Adrien Verrier, avocat de la partie civile. Il nous explique la complexité de cette affaire. Dès l'instant où malheureusement il n'y a pas de corps qui est retrouvé, c'est toujours délicat de pouvoir se battre devant une cour d'assises pour pouvoir établir la matérialité d'un fait. Dans ce dossier, de toute façon, il y a beaucoup de pistes qui ont été ouvertes, beaucoup de pistes ont été explorées. La plupart ont été refermées, il est resté une seule piste, c'est la piste criminelle. Dès l'instant où vous avez un faisceau d'indices qui laisse penser que rien d'autre comme thèse que la thèse d'un enlèvement et d'une séquestration suivi de mort ne peut être retenu, c'est dans ces conditions que la cour d'assises doit statuer et considérer que le mobile conduit la cour d'assises à devoir se tourner vers les accusés. La façon dont les faits ont été commis conduit la cour d'assises à devoir s'orienter vers les accusés. Tout tourne vers les accusés de sorte que la cour d'assises n'a pas d'autre choix, à mon sens, de rentrer en voie de culpabilité.
Beaucoup de questions et d'hypothèses restent donc en suspens. La famille et les proches du défunt attendent des réponses concrètes à l'issue de ce procès. Un procès qui devait durer que quelques jours à la base. Mais au vu de la complexité de cette affaire, il sera prolongé jusqu'à ce week-end, voire jusqu'en début de semaine prochaine. À Nice, 4 mois après le décès du jeune Michael, après une course-poursuite avec la police durant le confinement, le JDD a publié une synthèse du rapport interne de l'IGPN qui met en cause le comportement de l'équipage de la BAC ce soir-là. Conséquence, la famille et les proches de Michael demandent un procès. Le procureur devrait donner sa réponse en juin. Écoutez justement l'une des proches de ce jeune Michael. On a vu qu'ils reconnaissent la valeur de Michael déjà pour commencer et qu'ils prennent la version de la famille avant celle de la police quoi, déjà pour commencer. Ouais. Et clairement c'est un soulagement même si on n'a pas encore eu le procès et tout ce qui s'ensuit parce qu'on ne sait pas encore s'ils vont classer l'affaire ou ils vont poursuivre l'enquête, je ne sais pas. Mais on ne lâchera pas et s'il faut continuer pendant des années, ben on le fera. Pour qu'il y ait cette reconnaissance et qu'ils sachent qu'ils ont fait une erreur qui a poursuivi, qui a fait que Michael il est plus parmi nous, quoi. Voilà, Michael donc mort après une course-poursuite à l'âge de 20 ans à Nice. Avant d'accueillir notre invité, Saïda Amana, députée La République En Marche des Bouches-du-Rhône, nous allons à Marseille pour faire un premier bilan, une semaine après la réouverture des terrasses de restaurants. Pour l'instant, la profession est plutôt satisfaite, mais elle attend avec impatience la suite du déconfinement avec le 9 juin et la possibilité d'accueillir les clients en intérieur. Des habitudes retrouvées pour cette restauratrice marseillaise. Depuis mercredi dernier, son établissement a rouvert sa terrasse avec un agrandissement. Nous, on a eu la chance de pouvoir étendre un petit peu et de pouvoir surtout empiéter sur les commerces qui sont derrière nous, qui sont eux en interne, qui n'ont pas de terrasse. Et c'est vrai que nous, ça nous aide beaucoup à pouvoir faire, pouvoir attirer du monde, parce que c'est super important en terrasse d'avoir du coup la visibilité. Et oui, on en a bien profité. Et on continue à en profiter au maximum surtout. Malgré une terrasse plus grande, Colette a fait le choix de ne pas ouvrir le soir avec le couvre-feu à 21h. Pour l'instant, on n'ouvre pas forcément le soir, mais après en fonction de la demande et surtout quand le couvre-feu aura été étendu. Parce que finir à 21h, c'est pas rentable. Nous qui ne sommes pas un bar, pour des bars, c'est possible parce qu'ils ouvrent plus tôt. Pour un restaurant, 21h en plein été, quand il fait encore jour, pour l'instant, c'est pas rentable. Donc on verra après en fonction de la demande, de l'évolution de l'épidémie, des restrictions, de tout ceci. Ce restaurateur marseillais, lui, a choisi de rester ouvert le soir. Sa terrasse est complète tous les jours avec 40 couverts à chaque service. Mais il attend avec impatience l'extension du couvre-feu jusqu'à 23h le 9 juin prochain. Et ça pénalise un peu parce qu'on fait à peine un service, surtout que bon, c'est un restaurant gastronomique, donc il faut un certain temps pour préparer, pour servir les clients. Donc on est un peu pressé le soir. Voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage. Le 9 juin, on pourra retravailler à 50% dedans. Il y aura le couvre-feu à 23h, donc là, ça sera mieux. Là. Malgré l'euphorie des premiers jours, Frédéric Jean-Jean, président de l'UMI13, préfère rester prudent. Il va falloir voir dans la durée comment est-ce qu'on va faire pour sortir de cette étape-là. Qu'est-ce que ça va changer dans nos façons de travailler, dans nos façons d'évoluer, les remises en question, et puis plusieurs difficultés. La difficulté du matériel. Qui, n'ayant pas fonctionné depuis 7 mois, il a fallu changer, réparer. Et la difficulté du personnel, parce que l'effondrement du pouvoir d'achat à cause du chômage partiel, qui voyait la disparition des heures supplémentaires, la disparition des pourboires, la disparition de beaucoup d'avantages en nature, fait que beaucoup de nos salariés sont partis et ont fait une reconversion professionnelle. Parce qu'on ne peut pas se permettre de vivre pendant des mois avec 20-25% de revenus en moins. Donc il y a ces problématiques-là qui sont sur le tapis et là il va falloir prendre ces problèmes à bras le corps. Il faudra attendre le 30 juin pour la disparition totale des jauges et la fin du couvre-feu. Allez, nous allons accueillir à présent le premier invité de ce grand direct.
Bonsoir Saïda Hamada, merci d'être avec nous en direct ce soir depuis notre studio marseillais. Vous êtes député La République En Marche de Marseille, notamment des quartiers nord. Ça a une importance parce que vous avez été chargé par le Premier ministre d'une mission sur l'égalité des chances, notamment autour de la question territoriale. On y reviendra dans une deuxième partie de cette interview. On va évoquer avec vous aussi les écoles marseillaises, l'État qui devrait venir au soutien des écoles à Marseille, et puis la visite de Gérald Darmanin également. Mais d'abord, une petite question d'actualité. Saïda Hamada, vous avez vu ce sondage qui est paru sur les élections régionales. Il y a un risque Front National dans la région. Vous n'étiez pas très favorable, c'est le moins qu'on puisse dire, à un rapprochement entre En Marche et Renaud Muselier. Est-ce que ce soir, vous pensez que ce rassemblement est indispensable pour faire barrage au Front National ? Enfin, moi, vous le savez, mon hypothèse de départ, c'était qu'on défende nos couleurs au premier tour de cette élection. Ce que j'ai dit aux instances de mon mouvement politique, je n'ai pas été suivi, dont acte. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que l'on batte le Rassemblement national, mais on ne pourra le faire qu'en ayant des propositions. Être contre, ça n'est pas une proposition. Et donc, moi, j'attends évidemment impatiemment que Renaud Muselier abatte ses cartes en matière programmatique. Il y a son bilan, il y a aussi ce qu'il souhaite faire sur les années à venir, s'il venait à l'emporter à cette élection. Et donc, moi, j'attends ces propositions pour complètement acter ma décision de voter sur cette élection régionale, tout en étant bien conscient qu'aujourd'hui, la dynamique, malheureusement, est dans le camp du Rassemblement national, et ça, il faut l'avoir à l'esprit, et prendre toutes nos responsabilités pour faire en sorte que cette région reste dans le camp des démocrates et des républicains. Oui, voilà, parce que ce sera ma dernière question sur les régionales. Aujourd'hui, on voit que même en cas de retrait de la gauche, c'est un coude à coude, 50-50 qui se dessine. On a entendu Renaud Muselier tout à l'heure relativiser les scores, ne pas s'affoler. Néanmoins, les projections sont un petit peu moins favorables qu'en 2015. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faudra créer une dynamique de deuxième tour. Et cette dynamique de deuxième tour, elle devra, j'allais dire, tenir compte de toutes celles et tous ceux qui auront été présents au premier tour. Et moi, j'appelle à un esprit de responsabilité de la part de toutes les forces politiques pour faire en sorte que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne soit pas la première à basculer dans le champ du Rassemblement national à l'occasion de cette élection. Ce serait un très mauvais signal, politique évidemment, mais aussi sur le plan, j'allais dire, démocratique. Vous le savez, je suis entré en politique à la suite de la mort d'Ibrahim Ali, assassiné par des colleurs d'affiches au Front National. Pour moi, ce serait un affront incommensurable et à mon avis duquel on aurait beaucoup de mal à se relever. Donc cette élection est un gros enjeu pour notre région et pour notre pays. Saïda Hamada, autre enjeu très local mais qui est ô combien important, c'est la question des écoles à Marseille. Hier, Benoît Payan était l'invité de France Bleu. Il a indiqué qu'Emmanuel Macron allait venir à Marseille et officialiser le soutien de l'État. On va écouter Manon Mujica à ce propos qui nous apporte quelques précisions et puis on commente ensemble juste après. C'est une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue. Interviewé par nos confrères de France Bleu Provence au sujet de la rénovation des écoles, Benoît Payan a indiqué qu'Emmanuel Macron se rendrait probablement cet été à Marseille pour faire des annonces. L'État est prêt à mettre la main au portefeuille. Sans trop s'avancer, Pierre-Marie Ganozzi, l'adjoint en charge du plan école, nous confirme que l'instruction est en bonne voie. On ne connaît pas pour autant le montant ni les modalités de ces aides, mais si accord il y a, alors ce serait un pas en avant. Écoutez à ce sujet Cécile Baron, elle est parent d'élèves et membre du collectif des écoles. Que de l'argent public soit mis dans la rénovation des écoles publiques de Marseille, ça on ne peut que le saluer. Nous, ce qu'on attend aussi associé donc à cette somme d'argent, c'est comment il va être utilisé, sur quels critères, comment on va prioriser les écoles, qu'est-ce qui va être fait, avec qui, etc. etc. La nouvelle municipalité qui a fait de la question des écoles délabrées l'une de ses priorités chiffre à plus d'1 milliard d'euros le plan de rénovation. Saïda Hamada, députée donc La République En Marche des Bouches-du-Rhône, élue à Marseille. C'est un chapitre important de l'histoire marseillaise qui va peut-être s'écrire. Jacqueline Gourault, qui est en charge, ministre en charge des relations avec les collectivités, avait déjà avancé cette hypothèse-là. Mais là, Benoît Payan, s'il dit ça, c'est qu'il a des informations et que donc, dès cet été, on pourrait être fixé sur le calendrier et l'enveloppe débloquée par l'État.
C'est ce que j'appelle de mes voeux, d'ailleurs, dans plusieurs domaines. On parle aujourd'hui des écoles. Je rappelle aussi, et on va certainement en discuter, que Gérald Darmanin était présent à Marseille il y a quelques jours, avec l'annonce il y a quelques semaines de 100 policiers supplémentaires. Moi, depuis le début, je dis qu'à Marseille, il faut un plan extraordinaire, parce que la situation marseillaise est extraordinaire, et donc des moyens à la hauteur de cette situation. On le fait pour la sécurité, on doit le faire aussi pour les écoles. Tout ça est en train de s'écrire, je dirais, mais en tout cas, la volonté est là. Et je salue d'ailleurs l'engagement du président de la République et l'amour d'ailleurs qu'il a pour cette ville, parce que dans son esprit et dans le mien aussi, tous les enfants de la République doivent avoir justement cette ouverture du champ des possibles la plus large possible, et elle se fait notamment à l'école. Les enfants passent plus de temps à l'école que dans leur famille, et donc il est extrêmement important que l'école de la République joue pleinement son rôle. Et à Marseille, on était loin quand même loin d'être au top, des conditions optimales pour qu'un enfant puisse s'épanouir. Donc il y a la question du bâti scolaire. Il faut que l'on aide la ville. L'État fera en sorte d'aider la ville. En tout cas, moi, je pousse pour que ça soit fait. Ce sera évidemment pas un chèque en blanc. Ce sera évidemment sur la base d'un contrat pour faire en sorte que les écoles marseillaises, le plus vite possible, retrouvent, ce qui fait qu'une école est une école, c'est-à-dire des murs sains, une situation saine dans laquelle les enfants peuvent ou pourront demain prospérer et je l'espère, construire leur avenir. Oui, parce qu'aujourd'hui, la réalité des écoles, alors pas toutes, mais beaucoup, il y a des infiltrations d'eau, il y a des problèmes de sécurité, c'est quand même des problèmes graves. Extrêmement graves, mais qu'on doit à qui? À ceux qui ont géré cette ville, pour être clair. Les compétences qui sont dévolues à l'État sont celles d'assurer le fait que les enfants aient un enseignant en face d'eux pour justement les instruire. La responsabilité des collectivités, en l'occurrence de la ville de Marseille, c'est de faire en sorte que des écoles soient construites et soient en bon état. Ce n'est pas de la responsabilité de l'État. Mais malgré cela, sur Marseille, nous poussons, et je pense qu'on est en voie d'aboutir, pour que l'État vienne aider la mairie à construire et reconstruire ces écoles lorsque ce sera nécessaire. Donc c'est un acte extrêmement fort qui n'a jamais été fait à Marseille, pour être très clair, alors que l'on connaît la situation des écoles depuis très longtemps. Et donc ça, on le doit à l'engagement du président de la République, à l'engagement des députés, de notre majorité, pour faire en sorte que Marseille soit toujours dans la ligne de mire du gouvernement en matière d'appui aux collectivités. Alors, vous avez évoqué la question de la sécurité, mais je voudrais d'abord qu'on évoque votre mission, parce que c'est en lien, finalement. Il y a aussi des inégalités dans la question des écoles, comme dans beaucoup d'autres questions, l'accès au transport, l'accès à l'emploi à Marseille, entre certains quartiers. Vous représentez, vous, les quartiers nord, dont vous êtes un enfant. Cette mission, donc, autour de l'égalité des chances, avec cette question des territoires, est-ce que vous pouvez nous en dessiner les contours et surtout, à quoi elle va aboutir? Quelle est votre volonté? Écoutez, cette mission m'a été confiée par le Premier ministre. Donc, égalité des chances, comme vous le disiez, sous l'angle de l'équité territoriale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'égalité des chances, c'est énormément de domaines et énormément de questions. J'en citerai 3, dont l'équité territoriale. C'est-à-dire que je pense que l'égalité des chances, ça a 3 niveaux. Le premier, la lutte contre la pauvreté. On sent bien que si on a très peu de revenus, l'égalité des chances ne joue pas. Un deuxième niveau qui est celui de la lutte contre les discriminations individuelles, c'est-à-dire que si on est discriminé en fonction de son âge, sa taille, son poids, son genre, évidemment, l'égalité des chances ne joue pas. Mais il reste un troisième niveau, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas de problématique de pauvreté ou de discrimination individuelle, selon où vous habitez sur le territoire national, vous n'avez pas la même ouverture du champ des possibles, les mêmes chances de réussir, qu'on soit jeune ou moins jeune. Et donc, cette mission a pour objectif de faire en sorte que les moyens publics aillent réellement dans les territoires qui en ont besoin. Et donc d'objectiver la manière dont les collectivités allouent leurs moyens publics sur le territoire. Donc ça veut dire qu'on étudie la question des transports, la question de l'éducation, la question du pouvoir d'achat, de l'immobilier. C'est finalement une observation transversale. En fait, il y a 5 domaines qui reviennent au vu des auditions que j'ai eues et des déplacements que j'ai pu faire. Vous avez le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine du numérique, le domaine du transport, donc la mobilité,
Donc tout ça sont des domaines dans lesquels il faut aujourd'hui que l'on investisse pour faire en sorte que tout le monde ait les mêmes chances partout où il est sur le territoire, qu'on soit en territoire rural, qu'on soit en territoire QPV ou dans les quartiers difficiles, mais qu'on soit aussi dans les territoires d'outre-mer. Et donc ça, c'est un contrat social du 21e siècle que l'on est en train d'écrire. Et moi, humblement, sous la houlette du Premier ministre, j'essaie d'y contribuer. J'aurai, je pense, des propositions assez fortes qui, à mon sens, mériteront d'être portées, seront portées, parce que le gouvernement ne m'aurait pas confié cette mission s'il n'entendait pas arriver à des résultats. Et j'ai bon espoir que très rapidement, on ait des résultats concrets, notamment dans une ville comme Marseille qui en a vraiment besoin. Quelle échéance pour ces propositions, pour aller connaître dans quelques semaines, quelques mois ? Alors, je commence déjà à les égrener et en tester quelques-unes, mais juillet, le rapport sera rendu. Et donc, dans la foulée, vous aurez déjà des propositions qui sortiront de terre. Voilà, c'est ce que je suis en train de travailler, notamment avec certains membres du gouvernement. On va suivre ça, évidemment, pendant l'été. Dernier sujet que je voulais aborder avec vous, Saïda Hamada, c'est celui de la sécurité. Marseille, je vais vous montrer une coupure de presse de la Provence, parce que, à la cité de la Castellane, les policiers sont intervenus. 18 interpellations, 168 kilos de cannabis, 225 000 euros et 6 armes saisies. Aujourd'hui, le trafic de stupéfiants, et on en a déjà parlé ensemble, ça reste le problème majeur dans les quartiers dits sensibles de Marseille. Le trafic de stupéfiants, c'est la résultante, c'est le symptôme d'une maladie beaucoup plus ancrée dans nos territoires, qui est liée d'ailleurs à ma mission Égalité des chances, c'est-à-dire que ces territoires sont ghettoisés et n'ont accès ni à l'emploi, ni au transport, ni à la santé, tous les domaines que j'ai pu évoquer. Et la conséquence de ça, c'est ce trafic endémique que l'on a sur notre territoire, qui touche d'autres territoires, mais notre territoire en particulier. Moi, ce que j'aimerais dire sur la question des trafics de drogue, et que l'on ne dit pas assez souvent, c'est que je pense que ceux qui achètent de la résine de cannabis, qui vont acheter du shit dans les quartiers, sont aussi responsables de la situation que l'on connaît. Pour qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait une offre et une demande. Et aujourd'hui, cette offre, elle est offerte justement par ceux qui tiennent ces réseaux, mais elle s'adresse à une demande de personnes qui consomment. Et il y en a beaucoup à Marseille qui consomment. Et vous souhaitez donc ouvrir le débat sur la légalisation, si je comprends bien ? Au moins débattre. Débat, mais le président l'a dit. D'ailleurs, moi, c'est pas une innovation de ma part. Le président a souhaité un débat sur cette thématique. Je pense qu'il faut qu'on ait ce débat-là. Et il faut surtout, qu'en attendant qu'on ait ce débat, que ceux qui achètent tous les week-ends, tous les jours dans ces quartiers aient bien conscience qu'à chaque fois qu'ils achètent, ils entretiennent, ils mettent un jeton dans la machine de ces trafiquants, de la situation que l'on connaît dans ces territoires et du nombre de morts à répétition, des règlements de compte qu'on peut avoir. On ne peut pas acheter du shit dans les quartiers et se laver les mains, entre guillemets, repartir dans son salon et en considérant que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Tous ceux qui achètent voient la situation dans laquelle ces quartiers sont aujourd'hui, voient les barricades qui aujourd'hui barrent les rues de nos quartiers, et cette situation-là, ils y participent. Donc ça, il faut en avoir conscience, et je tiens à ce que ce débat-là, on l'ait, et cette question-là soit abordée dans le débat que l'on aura sur le cannabis, la responsabilité de ceux qui achètent aujourd'hui du shit dans nos quartiers. Pour terminer, Saïda Hamada, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, était à Marseille lundi. Deux annonces fortes, la création d'un commissariat dans les 13 et 14e arrondissements et le déploiement de 100 policiers supplémentaires. Vous avez l'assurance que ces 100 policiers vont arriver, que c'est 100 nouveaux postes qui sont créés, parce que parfois on peut jouer sur les mots. Écoutez, oui, c'est 100 nouveaux postes. Donc là, je vous le confirme, et je peux vous dire que ça a même démarré. On a déjà 40 nouveaux policiers qui sont arrivés, qui sont d'ores et déjà arrivés. Donc il en reste encore 60 qui vont arriver cette année, dans les semaines qui arrivent, pour faire en sorte que ce chiffre de 100 soit atteint. Donc c'est un chiffre important pour une ville comme Marseille. Moi, je remarque, parce que je connais bien ces territoires, qu'on est passé dans une autre dimension, je vous le dis très clairement, en matière de lutte contre les trafics de drogue. On sent aujourd'hui une pression de la part de la police qui fait un travail remarquable pour faire tomber ces réseaux. Vous citiez une des unes, je ne sais pas si c'était une ou pas, mais en tout cas un article de la Provence sur ces réseaux. Il y en a maintenant très régulièrement et avec des saisies extrêmement importantes. Donc ce combat-là, on le mène. Maintenant, ce combat, il n'est pas uniquement sécuritaire. C'est pour ça que, et on revient sur la question de l'éducation, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des moyens dans tous les domaines de la puissance publique, la sécurité, mais également l'éducation et également la justice. Et donc sur tous ces domaines-là, il faut qu'on soit au rendez-vous, notamment dans des villes comme Marseille. Et c'est en y allant ensemble qu'on arrivera à faire reculer évidemment la pauvreté dans ces territoires, les trafics de drogue,
faire en sorte que tous les Français où qu'ils soient, et notamment dans les quartiers nord de Marseille, soient des Français à part entière, avec les mêmes devoirs, mais aussi les mêmes droits. Merci beaucoup Saïda Hamada d'avoir accepté notre invitation en direct ce soir depuis nos studios de la Provence, député La République En Marche des Bouches-du-Rhône, élu à Marseille. Merci également à Anthony Forgnon et à Yentel Criado qui nous ont permis de réaliser cette interview. Et bien tout de suite, on se retrouve juste après le jingle pour la deuxième partie de ce grand direct. Et dans quelques secondes, nous attaquerons cette deuxième partie de Grand Direct dans les Alpes-Maritimes, du côté de Mandelieu, où les gendarmes ont plongé dans la Siagne. Opération assez originale, opération de dépollution. Et vous le verrez, les militaires en ont profité pour trouver des preuves et ouvrir une enquête après un possible cambriolage. Tout ça dans quelques instants. Donc, nous irons dans le Var également, où les pivoines viennent à manquer. C'est l'une des conséquences de la crise de la Covid-19. La pivoine qui est une fleur star de la fête des mers. Je vous le rappelle, c'est dimanche. Nous verrons que les producteurs sont un peu dépassés par la demande. Et puis, nous le disions hier, notre invité à la fin de ce grand direct, le rappeur Chaotique, qui a sorti à 18h un titre pour l'Euro de foot, un hymne pour soutenir l'équipe de France. Le rappeur niçois qui n'a pas vraiment apprécié l'hymne officiel retenu par la Fédération française, composé par le rappeur Youssoupha. Voilà pour le programme de cette deuxième partie de Grand Direct que nous allons attaquer donc dans les Alpes-Maritimes, sur la Côte d'Azur, dans la commune de Mandelieu. Coule une petite rivière qui s'appelle la Siagne. Régulièrement, la Siagne est draguée, nettoyée, vidée de ses déchets. Eh bien, aujourd'hui, c'était les gendarmes qui étaient de mission. Gendarmes qui, vous allez le voir, en ont profité pour trouver des coffres-forts qui pourraient bien être des indices et des éléments pour ouvrir une enquête sur des cambriolages. Alexis Ricard. La pêche a été bonne ce mercredi matin pour les gendarmes de la brigade nautique. Des batteries de voitures, un moteur de bateau, mais surtout des coffres-forts. Repérés lors d'une précédente opération, les plongeurs sont venus récupérer ces preuves qui sont aussi des sources de pollution. On était venu dans un premier temps, dans le cadre d'une enquête judiciaire, chercher des munitions qu'on a trouvées. Et lors des reconnaissances et des recherches, on est tombé sur différents objets qu'on arrivait difficilement à distinguer, puisque quand vous plongez dans des lits de rivière comme ça, c'est très sombre, tout est au toucher, tout est au palpé. On est revenu une autre fois et là on a pu distinguer qu'il s'agissait de coffres-forts, il y en a de différentes tailles. C'est pour ça qu'on a programmé cette opération aujourd'hui et il nous fallait des moyens parce que ce sont des objets très lourds, des moyens pour les sortir, c'est ce qu'on a fait avec les différents engins qui sont derrière nous. Le déplacement des plongeurs est aussi l'occasion de remonter des déchets trouvés dans la zone. Ce n'est pas la mission principale des gendarmes, mais ils font d'une pierre deux coups. Une aubaine pour l'entretien du cours d'eau. Eux s'occupent de les repérer et nous, le SMIAG, on intervient pour les retirer du cours d'eau et les évacuer. Donc effectivement, il y a des pollutions qui se diffusent dans le cours d'eau et qui altèrent les milieux aquatiques et la préservation des milieux aquatiques. Trouvés sur une zone de 80 mètres dans la rivière, tous ces objets ont potentiellement été abandonnés en amont. Une fois sortis, les coffres sont inspectés et l'expertise des gendarmes va servir à trouver d'éventuelles empreintes. On voit bien que ces coffres-forts, ils ont été éventrés, ils ont été forcés, donc ça provient bien de méfaits. Donc voilà, on va se rapprocher de la brigade locale, on va faire une diffusion au niveau national et puis on va voir ce qu'il en sort. C'est le départ d'une enquête. Tandis que les gendarmes vont poursuivre leur enquête, les équipes du SMIAG, elles, s'occupent de trouver une place adéquate à ces déchets, ailleurs qu'au fond de la rivière. L'une des conséquences de la crise sanitaire, c'est le manque de pivoine produite dans le Var. Alors pas uniquement, mais le Var est un gros producteur de cette fleur star de la fête des mers. Ce sera ce dimanche. Vous pouvez encore en trouver chez vos fleuristes, mais dépêchez-vous parce que c'est une denrée rare. Reportage et explication de Marion Colangelo. Ces pivoines font partie des dernières varoises. Une fleur qui ne se cultive que sur une très courte période. Ici, dans le Var, la récolte a commencé à la mi-mars et se termine à l'approche de la fête des mers. Ça, ce sont les dernières cartouches. Donc là, ce sont des productions qui arrivent du Luc. Donc c'est à une demi-heure d'ici.
Donc c'est un gros producteur qui est implanté sur cette zone. Sur la zone littorale varoise, on n'a plus de pivoine. On a terminé cette semaine. Donc là, on a encore un petit peu de production qui arrive du Haut-Var ou qui arrive des Alpes. Voilà. Mais on est vraiment sur les dernières fleurs du littoral varois. Pour assurer la relève, en temps normal, les autres régions de France et d'Europe prennent le relais. Malheureusement, cette année, le gel a compliqué la récolte. Dans le département du Var, on a produit environ à ce jour, sur notre saison, 12 millions de tiges de fleurs. Donc c'est même pratiquement 10 à 12% de plus qu'une année normale. Mais par contre, c'est vrai que dans les autres régions de France, ils sont soit en retard, soit ils ont eu de la casse due au gel. Donc il n'y a pas de rupture, il y a de la pivoine qui va arriver, mais plus tard. Même en Europe, il y a des pivoines qui vont arriver à partir du mois de juin. Mais actuellement, on n'est pas en rupture d'approvisionnement. On est sur un approvisionnement qui est faible, soit en retard, soit qui a gelé quelques semaines en arrière. Une fleur particulièrement populaire qui cette année a vu ses tarifs exploser, comme la plupart des fleurs en cette période de crise sanitaire. Eux aussi sont très demandés et ne sont pas en rupture. Les glaciers de notre région ont pu rouvrir leurs terrasses. Les touristes sont au rendez-vous. Le week-end de la Pentecôte, il faut bien le dire, les a bien aidés, notamment sur la Côte d'Azur. Reportage signé Marie Justo à Nice. Ces Parisiens n'attendaient que ça, flâner dans les rues niçoises avec une glace à la main et profiter de leur sorbet. Ça fait du bien, justement c'est ça, c'est le soleil, c'est la sortie. Profite du temps. C'est le symbole de l'été, ça fait du bien de prendre les glaces et qu'il fait beau. Un temps et des chaleurs qui annoncent l'été, le déconfinement permet de profiter à nouveau de la période et de se laisser aller à la gourmandise. Avocat et noix de coco, j'ai pris un sorbet tropical bleu. Oh, moi j'en ai pris plein, j'ai pris menthe, cactus, poire, fraises. Autre possibilité depuis mercredi dernier, se poser en terrasse pour déguster sa glace, comme cette touriste. Ça fait du bien, oui, je suis très heureuse qu'on ait ouvert. Une réouverture qui a amené beaucoup de monde, bien que les gros week-ends aient été pluvieux. Les glaciers sont très heureux de retrouver la clientèle. Ça faisait plus de 6 mois qu'on avait plus ou moins pas d'activité. Donc là, le retour des clients, que ce soit les locaux ou les touristes, nous font extrêmement du bien. Par rapport à l'année dernière, au premier confinement qui était un peu plus ou moins à la même date, on a un peu plus d'affluence parce que voilà, il y a le vaccin qui rentre en jeu. Donc les gens n'hésitent plus à sortir ou à venir sur les places très fréquentées. Les classiques indétrônables vanille, chocolat ou encore fraises sont au coude à coude avec certains parfums originaux comme l'olive ou encore tomate basilic. Avec ces températures, une petite glace peut faire du bien. C'est parti pour la No Finish Line, cette épreuve de course en continu qui a été lancée aujourd'hui depuis la promenade des Anglais. L'objectif, c'est de récolter des dons pour venir en aide aux enfants défavorisés. Et cette année, c'est une édition connectée. Vous pouvez marcher, courir grâce à l'aide de votre smartphone. Chaque kilomètre parcouru permettra également de rapporter 1 € aux vallées sinistrées dans les Alpes-Maritimes. Sébastien Serrano. Alors, comment on se met Ce serait bien en ligne. En ligne, après je vois avec vous. En ligne, On prend ses marques avant le départ. La No Finish Line Nice 2021 a démarré cet après-midi sur la promenade des Anglais. Et en raison de la crise sanitaire, l'épreuve est cette année connectée. La No Finish Line, normalement, se fait sur un circuit d'1 kilomètre, 5 jours et 4 nuits. Et là, les conditions sanitaires ne le permettaient pas cette année. Donc on voulait absolument être présent. Et on est hyper content parce qu'on est déjà plus de 2000 inscrits. Donc c'est un beau soutien des Niçois et Azuréens et autres pays aussi. Le concept est différent cette année. C'est vrai que c'est plus sympa et convivial quand ça se déroulait avec un petit parcours, avec du monde, etc. Mais bon, on fait comme on peut, on s'adapte à la crise sanitaire. Partout, tout le temps, le principe est le même depuis 2018 et sa création. Cette épreuve sportive caritative ouverte à tous a pour but de récolter des fonds. 1 kilomètre parcouru est égal à 1 € récolté. Pour cette édition connectée, c'est donc via l'application No Finish Line à télécharger sur son smartphone que les kilomètres seront décomptés. Marcher, courir, peu importe, chacun joue le jeu pour la bonne cause. Nous, on est sportifs, donc on a l'occasion de se servir de ce qu'on sait faire pour rendre service. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important pour nous. Oui, et puis on a un entraîneur qui fait beaucoup de longues distances aussi, donc
on s'est dit pourquoi pas participer et faire quelques kilomètres avec lui aussi. Cette année, la No Finish Line a pour but de venir en aide aux enfants des vallées avec un objectif de 40 000 km parcourus. Un projet qui tient à cœur les organisateurs bien décidés à soutenir les sinistrés de la tempête Alex. Nous allons réaliser des projets sur différents villages des vallées qui ont été touchés, à Roquebillière, à Marie, à Tende, etc. Et donc on va communiquer sur ces projets, notamment sur Roquebillière. Il y a un projet, un city stade, pour que les enfants puissent au plus vite se retrouver autour du sport, le temps de reconstruire les autres infrastructures. Et si vous souhaitez participer à cette version connectée de la No Finish Line Nice, vous avez jusqu'à dimanche, 16h, pour vous mettre à la course ou à la marche à pied. Et du sport, toujours avec cette grande première pour la Fédération française de sport pour tous. Un camion et des animateurs qui parcourent la France afin de sensibiliser la population aux bienfaits du sport, évidemment en leur faisant découvrir tout un tas d'activités toute la journée. Cette journée de mercredi, les équipes donc de cette tournée mobile étaient installées à Saint-Cana dans les Bouches-du-Rhône, le tout devant la caméra de Yentel Criado. Chaque année dans le monde, quel est le nombre de décès liés à la sédentarité, du coup au fait de ne pas faire de sport? Peut-être là 950 000 ? Ouais, non, c'est 3 500 000. Oh, c'est énorme. Les chiffres sont parlants. La sédentarité est la première cause de mortalité évitable devant le tabagisme. Pour y remédier, la pratique d'une activité physique est indispensable. Est-ce que vous faites du sport, monsieur? Non, je même pas. C'est trop fatigant. Moi, j'ai repris les cours de gym grâce au confinement. Moi, je pense qu'en effet, le sport est important. Et je regrette donc en effet de ne pas avoir pris le temps, plus jeune, d'avoir fait tout en ayant une activité donc professionnelle, d'avoir fait un peu plus de sport. Pour sensibiliser le tout public à l'importance de l'activité sportive, la Fédération française Sport pour tous a posé son camion dans la ville de Saint-Cana. Sur la place du marché, les animateurs vont à la rencontre des habitants pour connaître leurs habitudes sportives, tester leur équilibre et promouvoir les activités physiques adaptées près de chez eux. On est sur une commune de Saint-Cana, sur un village qui est très bien et pourtant on est quand même au-delà de 10% de personnes qui ont une affection de longue durée. Donc c'est les troubles cardiovasculaires, c'est du diabète, ça peut être la paraplégie, c'est la sclérose en plaques. Et l'activité physique aide à réduire vraiment, alors pas les maladies, mais à réduire l'impact et les effets indésirables de ces maladies, donc la perte musculaire, etc., les pertes d'équilibre, perte de souplesse. Cet habitant de Saint-Cana est venu prendre quelques renseignements. Sa situation est particulière. Bruno a contracté le Covid début octobre. Après 15 jours passés en réanimation, il s'en est sorti, mais garde de lourdes séquelles, notamment des problèmes d'équilibre qui l'empêchent de pratiquer du sport. Je faisais du judo et ski, plongée. Et voilà, donc c'était déjà pas mal. Et puis là, avec les pertes d'équilibre, on ne peut plus pratiquer le sport. Donc on attend de voir si, comme il y a des séquelles au niveau du cerveau, on va voir perte de mémoire et perte d'équilibre qui sont liées au corona, qui attaque une partie précise du cerveau. Et on va faire les analyses, les tests pour voir si cette partie a été touchée ou pas et voir comment on peut faire pour récupérer physiquement et au niveau de la respiration des poumons. Ces cas particuliers, dits de Covid long, Anne-Sophie y est désormais régulièrement confrontée. On en a de plus en plus évidemment, on doit mettre en place, on a fait des demandes de financement pour pouvoir mettre en place des programmes post-Covid, c'est-à-dire accueillir des personnes qui ont été hospitalisées suite au Covid ou des personnes qui ont eu le Covid, qui sont restées chez elles mais qui ont gardé des séquelles. Le retour Sport pour tous poursuit sa route en PACA jusqu'à la fin de la semaine. Il s'arrêtera à Berlétan, Vitrolles et sera dans le Var ce samedi. Voilà, donc le sport, évidemment, il va en être question aussi avec notre invité, Chaotique, le rappeur Chaotique originaire de Nice, de Saint-André-de-la-Roche, très exactement. Vous verrez également que le rugby club toulonnais, enfin les structures du rugby club toulonnais, vont accueillir une prestigieuse équipe de rugby durant la Coupe du Monde de rugby, donc en 2023, qui se déroulera en France. On se retrouve juste après ça.
Et juste après le rappel des titres, également, en ce mercredi 26 mai, ce sondage qui place Thierry Mariani en tête. Il s'agit des élections régionales des 20 et 27 juin prochains. 43% des intentions de vote pour la tête de liste du Rassemblement national et de la droite populaire. Il est suivi par Renaud Muselier, le président sortant, soutenu par les Républicains, l'UDI, La République En Marche, le MoDem et Agir, 33%. Enfin, le Rassemblement de la gauche est troisième avec 12% des intentions de vote. En cas de triangulaire, Thierry Mariani s'impose. En cas de duel, si la gauche se retire au deuxième tour, eh bien, Thierry Mariani et Renaud Muselier sont au coude à coude avec 50% chacun des intentions de vote. Également à la une ce soir, le procès de cette mystérieuse disparition. Un homme, père de famille, 44 ans, qui a disparu après un repas au restaurant. C'était en 2014. Il n'a plus donné signe de vie depuis. Les assises des Alpes-Maritimes étudient le cas de 2 restaurateurs suspectés de l'avoir tué. Et puis, 1 milliard pour les écoles, c'est la phrase choc de Benoît Payan, Emmanuel Macron, qui pourrait venir à Marseille pour annoncer le soutien de l'État. 1 milliard donc sur la table pour rénover les écoles délabrées. Voilà pour les titres. C'était un petit peu long, mais il y avait des informations ce soir. Et nous accueillons maintenant le rappeur Chaotique. Bonsoir Chaotique, merci d'être avec nous. On l'avait dit hier, que vous seriez probablement dans cette émission. Vous avez tenu parole et autre promesse que vous avez tenue, c'est la publication de ce titre qui est donc disponible depuis 18h sur YouTube, un hymne pour soutenir les Bleus de l'équipe de France qui vont disputer l'Euro cet été. Je vous propose qu'on en écoute un extrait avant d'en parler, mon cher Chaotique. Avec plaisir. Je dédie ce morceau à toute ma France. Juifs, musulmans, catholiques, athées, noirs, blancs, jaunes, gris. On est ensemble, frérot. J'ai juste envie de rester moi-même. Tu m'as vu grandir sur tous mes poèmes. Seul l'amour sera notre emblème. Fuis tes problèmes, c'est moi qui t'emmène. Ne me parle pas de ceux qui marchent, car je me moque des codes. Je me fous de leur vie et je me fous de leur mode. Si vous me voulez, vous me prenez avec mon décor. Moi de mon côté, je vais taper, faire des efforts. Toi d'honneur à la gloire, tout ce qui brille ne m'intéresse pas. J'arrive tout droit de la France du bas. La tête tout lourd, on glisse en tuba. Nous cultivons l'espoir et le vivre ensemble. Les problèmes, on y fait face de janvier à décembre. Pas de religion, pas de couleur ni différence, c'est ma France. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allons enfants de la patrie, on y est, on y est, on y est, on y est, on noir, blanc, jaune et gris dans ma team. On connaît le prix du pain, la galère face aux factures. On partage nos joies et nos blessures. La peine était la même après les attentats. Nous avons su rester soudés avec toi et moi. Voilà. Pas de religion ou de couleur. Chaotique, donc ce titre, hymne, alors pas encore officiel de l'équipe de France, mais peut-être, parce que c'est un peu aussi votre volonté, être l'un des porte-paroles de l'équipe de France avec un message qui vous est propre. Écoutez, est-ce que la chanson vous a... Alors, je vais vous dire la vérité, je trouve que le rythme est excellent derrière, l'instru est très bien choisi, et effectivement, le début du texte me plaît, il faut que j'écoute la suite, voilà. Mais effectivement, ça a l'air fédérateur. Écoutez, moi en tout cas, la seule ambition que j'ai à travers ce titre, on sort d'une crise sanitaire, c'est vrai qu'il y a eu la polémique avec du coup la chanson de Youssoufa que je trouvais trop triste, et quand donc Sonia chez BFM et Europe 1 m'a demandé si j'étais capable de faire un son, j'ai fait celui-là. Mon seul rêve, c'est de voir des drapeaux français dans le vent et de réunir tous les gens, peu importe leur religion, peu importe leur âge. Ce son, c'est une hymne à l'amour, c'est une hymne à la fête, à la paix. Et je suis vraiment, vraiment heureux en tout cas que ça vienne de Nice. Et j'espère que gros seront les Français à danser sur cette chanson tout l'été. À 18h, elle a déjà un grand succès sur YouTube et j'ai... Alors, on a un tout petit problème de connexion Chaotique. On va essayer de régler ça avant la fin de l'émission, évidemment. Ce qu'on va faire, on va relancer une connexion. En attendant, on va regarder un reportage. Du coup, ça va vous intéresser, parce qu'on reparlera évidemment du titre et de vos prises de position récentes. On va parler rugby. Là aussi, vous serez peut-être mobilisés en 2023 pour l'équipe de France, parce que la Coupe du Monde se passera dans notre pays. Il y aura des matchs dans notre région, à Marseille,
Marseille et à Nice. Et puis un camp de base à Toulon, a priori pour une prestigieuse équipe de l'hémisphère sud. On voit tout ça avec Thomas Bernabé. La Coupe du Monde de rugby approche à grands pas. Dans notre région, ce ne seront pas moins de 10 matchs qui prendront place entre le stade Vélodrome de Marseille et le stade Alliance Riviera à Nice. Pour autant, Toulon ne sera pas en reste. Idéalement située entre les deux villes hôtes, celle-ci servira officiellement de camp de base pour une équipe participante. Je ne vais pas vous donner le nom de l'équipe, mais si vous regardez le calendrier, vous avez quand même un pays qui doit être champion du monde, qui joue 2 matchs à Marseille. Ça pourrait donner quelques indications sur potentiellement. Ils ont en plus un bon représentant, un bon ambassadeur à Toulon. Donc potentiellement, on pourrait se dire oui, que pourquoi pas l'Afrique du Sud à Toulon. Pour autant, rien n'est gravé dans le marbre. L'Angleterre ou encore l'équipe de France pourraient elles aussi investir les lieux si l'Afrique du Sud choisit un autre site. Dans tous les cas, le président du RCT, Bernard Lemaître, se réjouit par avance d'accueillir une équipe internationale. Preuve, s'il en fallait, du rayonnement de Toulon et du RCT dans le paysage du ballon ovale. Je crois que cet outil de travail est tellement exceptionnel qu'il attire déjà beaucoup de monde. Et aussi bien un joueur néo-zélandais qu'un Sud-Africain qui sont ici, où le capitaine de l'équipe de France disent bon, il n'y a pas l'équivalent. Donc voilà, ça va certainement attirer du monde. Et pour notre équipe, pour le RCT, pour notre club, je pense que ce sera un facteur tout à fait favorable de bonne réputation, on dirait. Rendez-vous donc le 9 septembre 2023 pour le premier match de poule organisé dans notre région. L'Angleterre et l'Argentine s'affronteront ainsi au stade Vélodrome de Marseille. Voilà, c'est encore un peu loin 2023, mais a priori on sera débarrassé du virus et c'est une belle fête qui s'annonce dans notre région. Nous sommes toujours avec le rappeur Chaotique depuis Nice ou Saint-André-de-la-Roche d'ailleurs, je ne sais pas parce que c'est votre vrai berceau. Saint-André-de-la-Roche, là on est au cœur de la maison, oui. Bon, on a toujours un peu de difficultés, mais on va continuer à mener cette interview. Chaotique, vous avez sorti donc cette chanson qui est un hymne à l'amour, à la solidarité. Vous vous êtes beaucoup exprimé aussi sur les forces de l'ordre, les pompiers. Vous écrivez des chansons aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, le climat vous inquiète du coup en France autour des gens qui nous protègent ? Et effectivement, mais le climat m'inquiète même tout court pour les gens qui nous protègent. Et quand on voit, si vous voulez, actuellement la montée de l'ultra-violence, toutes ces divisions et ces tensions sociales, oui, effectivement, c'est quelque chose qui me fait peur pour mes enfants et pour vos enfants. Comme vous avez pu l'écouter à travers le titre qui vient de sortir à l'instant, le seul objectif, c'est de continuer à fédérer dans la paix, dans la bonne humeur et être un petit rayon de soleil pour tous ces gens-là, parce que je pense que maintenant en France, on a besoin d'amour. On a besoin de gaieté et on a besoin de fédérer. Donc j'essaie de lutter moi comme je peux avec quelques mots et avec des mélodies. Mais c'est vrai que oui, je m'inquiète énormément, mais en tout cas on va continuer à travailler pour continuer à rassembler tout autour de nous. Oui. Comment vous vivez, pas la récupération forcément politique, mais en tout cas les réactions politiques suite à vos interventions, à vos textes? On voit que certains, surtout à droite, essayent de vous ériger en porteur de valeurs. Est-ce que ça vous dérange qu'on vous récupère politiquement ou pas? Vous savez, depuis mes interventions auprès de M. Jean-Marc Morandini, depuis mes interventions donc, auprès de M. Olivier Truchot ou des équipes d'Europe 1, j'ai reçu énormément de messages de la part de tout parti politique. La droite, la gauche, l'extrême droite. Moi, je ne suis pas dupe. Je suis un père de famille, j'ai la tête sur les épaules, j'aime beaucoup mon pays, j'adore la politique, j'aime l'économie et la géopolitique, et je veux me placer au-dessus de la mêlée. Je veux rassembler sous un même drapeau l'ensemble des partis politiques pour créer un nouvel avenir. Lors de mon passage à BFM, malheureusement, j'ai parlé par rapport à l'absence de M. Mélenchon et à la fameuse manifestation à Paris. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'on n'ait même pas pu marquer l'unité nationale pour nos policiers, pour les gens qui nous protègent. Maintenant, effectivement, j'ai une parole qui est assez politisée. Il y a un engagement fort. Aujourd'hui, je suis musicien. Je ne vous cache pas que j'aimerais me mettre en politique du moment où l'humain restera au centre de nos sujets et de nos préoccupations. Donc voilà, vous n'excluez pas à terme de vous présenter, alors je ne vais pas vous demander à quelle élection, mais à vous engager en tout cas, à vous présenter aux urnes. Je ne pourrais pas rester spectateur d'une France qui tombe trop longtemps.
si demain la musique vient à marcher, si demain je peux avoir encore plus de tribunes politiques ou médiatiques, effectivement, il faut que cette tribune-là, il faut que cet engagement soit positif et soit surtout bénéfique pour nos enfants et pour la France. Donc oui, aujourd'hui je suis musicien, je suis un père de famille, mais effectivement, si demain je peux devenir acteur de cette France qui se relève, je serais vraiment, vraiment fier, effectivement. Alors, il y a évidemment vos prises de position, il y a la polémique, en tout cas l'émulsion médiatique autour de la manifestation des policiers, et puis il y a la musique que vous faites depuis de nombreuses années maintenant. Vous aviez soutenu les pompiers, vous avez soutenu aussi les restaurateurs il y a quelques mois. Vous êtes toujours en prise avec ce que vous voyez autour de vous ? La société et l'humain me passionnent, tout simplement. J'ai toujours développé des thèmes de société, en l'occurrence, donc il y a eu ce grand clip pour les femmes battues, il y a eu l'énorme clip Projet 18, d'ailleurs soutenu par la ville de Nice. Ça aussi, c'est une première en France et il faut le souligner, d'avoir une mairie qui fasse confiance à ses jeunes. Bon, mais c'est quand même pas toutes les mairies qui fait ça en France. Il y a eu la fameuse chanson Fils de flic qui mettait en avant le harcèlement subi par un enfant, fils de policier. Cette société me passionne. En fait, et plus ça se dégrade, plus ça me passionne et plus j'essaie d'avertir, de prévenir de certains faits. Maintenant, je suis aussi déçu de pouvoir d'écrire des chansons comme ça. J'aimerais écrire sur l'amour, j'aimerais écrire des choses beaucoup plus gaies, mais malheureusement, je ne suis que le reflet d'une société qui est en train de tomber. Et c'est pour ça que l'engagement aujourd'hui est fort, tant sur le plan politique qu'artistique. Chaotique, sur le choix du rap, alors c'est quelque chose qu'on n'explique pas, c'est la musique que vous aimez. Vous avez conscience quand même d'être un peu à contre-courant et pas dans c'est même pas le cliché, mais en tout cas dans le créneau que le rap occupe habituellement ? Effectivement, mais bien sûr, j'en suis conscient. J'ai eu des doutes quand à Paris, j'ai fait écouter mes maquettes à l'époque, quand j'ai fait écouter Femme Forte, que je me retrouve devant cette directrice artistique en pleurs, en me disant c'est très bien écrit, le morceau est fort, et que 3 heures après, on m'appelle, on me dit on va pas te signer en maison de disque parce que ton rap est trop propre. Donc faut-il faire un rap sale pour ces jeunes-là ? Revendiquer toujours la violence, les clichés du rappeur, les grosses voitures, les armes et l'argent ? Les rappeurs et les producteurs ont une responsabilité sur la jeunesse de notre pays. Ça fait des années que je le dis. On a souri, on s'est moqué de moi, aussi quand il y a eu l'affaire face à Skyrock et Laurent Bounot. Et aujourd'hui, on est en train de me dire, mais en fin de compte, le petit jeune de Nice, il avait peut-être raison. Mais bien sûr que j'ai raison. Ces jeunes-là, regardez ce que c'est leur idole. Mais c'est pas possible de grandir dans une société comme ça. Ces jeunes-là ne respectent plus leurs parents, ne respectent pas les éducateurs, les enseignants, ne respectent plus l'autorité de l'État. Et puis, leurs seules idoles, c'est ces rappeurs-là. Donc non, moi, je ne rentrerai jamais dans le moule. J'ai des choses à dire. Je le dirai sans armes, ni haine, ni violence. J'essaierai de trouver les bons mots et des mots justes. Et puis derrière, vous savez, j'ai 2 enfants. Mon fils a 9 ans, ma fille a 3 ans. Quand ils seront en âge de comprendre, je veux qu'ils soient fiers du combat de papa. Je ne serai jamais une star. Je ne ramènerai pas un disque d'or, peut-être un disque de bois ou de plastique. Mais au moins, je serai resté sur ma ligne directrice toute ma vie. Et ça, c'est un engagement. Alors, en attendant, on peut renvoyer vers votre chaîne YouTube Chaotique parce que depuis 18h, le titre... alors, c'est quoi le titre exact ? Est-ce que c'est Allô aux enfants de la patrie ou hymne officiel ? Alors... Il faut savoir que hymne officiel, je l'ai mis parce que du coup, je fais aussi un travail de référencement SEO et c'était le référencement qui fonctionnait le plus. Le nom de cette chanson s'appelle Allons enfants de la patrie. Si dans les 24 heures qui arrivent, on voit vraiment une montée, un gros succès de ce clip-là, j'ai déjà contacté mes sponsors d'ailleurs qui sont des chefs d'entreprise niçoises et on va réaliser un clip à la hauteur de ce projet et à la hauteur de l'amour qu'on porte pour la France. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est à vous de le partager. La chaîne YouTube, c'est 747 TV et maintenant cette chanson vous appartient. Merci beaucoup à vous, Chaotique, d'avoir accepté cette invitation ce soir en direct sur les antennes d'Azur TV. Et on renvoie évidemment à votre chaîne YouTube pour découvrir ce titre de soutien à l'équipe de France, parce qu'effectivement, on est tous unis derrière les Bleus. On espère la victoire et un meilleur climat aussi autour de tout ça. Merci, Chaotique, à bientôt. Merci, bisous, au revoir. Et c'est là-dessus que s'achève ce grand direct. Merci également à notre sélection, à nous, sélection top niveau, Théo Sarfati, Sébastien Lyotard, Ilan Dehé, Fabrice Justo, Philippe Caudet et Stéphanie Mossman. Bonne soirée à vous, on se retrouve demain sur les antennes d'Azur TV.